Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter un siècle vraiment riche, intéressant et un siècle qui va avoir un impact très très grand sur la littérature et la culture très longtemps. C'est le 17e siècle, qu'on appelle aussi parfois le siècle classique, le grand siècle, le siècle de Louis XIV. Donc, il y a plusieurs noms. Donc, on va l'appeler 17e siècle pour pas se compliquer la vie. Encore une fois, je le dis toujours là au début, mais c'est sûr que là, c'est pas un cours d'histoire, donc je vais vraiment à l'essentiel, à ce qui est important pour mieux comprendre ce qu'on va étudier ensemble tout au long de la session. Mais je vais juste vous donner quelques informations qui vont vous aider à comprendre ce siècle-là et l'impact que ce siècle aura très longtemps dans la littérature et la culture. D'un point de vue social, ce qui va beaucoup marquer le 17e siècle et qui va continuer après au 18e siècle jusqu'à la Révolution française, ça va être la montée de la classe bourgeoise. Donc, au 17e siècle, on a la noblesse, tout ce qui est associé à la monarchie. Donc, la noblesse, c'est ceux qui naissent avec ce qu'on appelle du sang noble, donc qui appartiennent à une famille aristocratique. Donc, on est noble de naissance. On ne peut pas travailler fort pour devenir noble et avoir un titre de noblesse. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc, c'était par la naissance. On héritait de certaines terres, de châteaux et tout ça. Et on avait un nom de famille, justement, associé à la noblesse. Et il y avait les bourgeois. Bourgeois, ça vient de bourg, donc ville. Donc, c'était les gens qui habitaient en ville et qui gagnaient leur vie dans différents métiers. Ça peut être, par exemple, avocat, ça peut être aussi des médecins, peu importe le métier. Et ils pouvaient très bien gagner leur vie. Des fois, ils gagnaient plus d'argent même que les nobles, mais eux ne pouvaient jamais avoir accès au pouvoir parce qu'ils n'appartenaient pas à la noblesse. Donc, tranquillement, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, encore une fois, là, je me répète, mais c'est important de le dire, il ne faut pas trop simplifier les choses. Donc, les bourgeois vont trouver ça de plus en plus injuste qu'ils fassent autant rouler l'économie et qu'en retour, ils n'aient pas de place vraiment au sein des gouvernements, ils n'ont pas trop leur mot à dire, ils se font souvent exploiter aussi, des fois ils vont prêter de l'argent à des familles nobles et ils n'auront pas de recours en justice si les nobles ne les remboursent pas. Donc il va se créer de plus en plus un mécontentement chez les bourgeois. Évidemment, il y a aussi le peuple, hein, les gens les moins fortunés qui eux aussi vont trouver ça de plus en plus difficile de voir à quel point la famille royale vit dans la richesse et le peuple dans la pauvreté. Donc ça va commencer à cette époque-là, c'était déjà là avant, mais ça va prendre de l'ampleur au 17e siècle jusqu'à la Révolution française au siècle suivant, dont on parlera plus tard. Quand on pense au 17e siècle, souvent on pense à Louis XIV, qu'on appelait le roi soleil. Alors, pourquoi on met autant d'importance autour de ce roi-là? C'est un roi qui a eu un règne extrêmement long et c'est un roi qui a accordé beaucoup d'importance aux arts dans sa vie. Un peu comme je vous l'avais dit lorsque je vous parlais de la Renaissance, il fait partie de ces rois qui se sont rendus compte que le prestige d'une nation devait aussi passer par la culture, pas seulement par les conquêtes militaires. Donc, il va investir beaucoup dans l'art, il va instaurer tout le système de mécénat qui existait déjà, mais qui va prendre plus d'ampleur. Le mécénat, c'est quand une riche personne va donner de l'argent à un artiste pour qu'il puisse créer des œuvres artistiques sans avoir un autre emploi. Donc, Louis XIV va, entre autres, être le mécène pendant un moment de Molière, même si Molière va se moquer de lui un peu parfois dans ses pièces de théâtre. Donc, Louis XIV accorde beaucoup d'importance à l'art, mais évidemment, il ne veut pas qu'on dise n'importe quoi dans les pièces de théâtre et les œuvres qu'il finance, donc il faut toujours lui rendre hommage, là, si on veut. C'est assez courant, ça, dans le système du mécénat. Louis XIV, c'est aussi lui qui va faire bâtir ce fameux château de Versailles, donc tout près de Paris, qui est un des endroits touristiques les plus visités au monde. Le château de Versailles, en fait, il le fait construire d'abord, c'était un petit pavillon de chasse qui appartenait à son père qui était décédé. Un pavillon de chasse, là, évidemment, c'est plus gros qu'un petit chalet qu'on peut avoir, vous et moi. Oui, quand même. Et à partir de là, il va faire construire un immense château avec des immenses jardins. Si vous avez déjà vu des images là, du château de Versailles et des jardins, c'est vraiment... il n'y a même pas les mots, je trouve, pour expliquer à quel point c'est immense. On a du mal à prendre une belle photo tellement c'est grand. Donc, il y a quelque chose de vraiment très imposant, évidemment. C'est une façon de montrer à toute l'Europe que le roi Louis XIV était un roi puissant parce qu'il pouvait faire bâtir un château de cette ampleur-là. Donc, pendant que le château était en construction,
Il y avait des artistes qui venaient peindre le château en évolution, en construction, et ces peintures-là pouvaient être achetées partout dans le monde, et on se disait, ah wow, le roi Louis XIV, là, il a vraiment, c'est un grand roi parce qu'il est capable de faire construire ça. Les jardins étaient, qu'on connaît maintenant, là, vous savez, c'est ces jardins là, où tout est bien géométrique, symétrique et tout ça. À cette époque-là, en fait, c'était des marais et c'était tellement difficile de se débarrasser des marais, les assécher et tout ça, qu'il y a beaucoup d'employés qui en mouraient. C'est-à-dire que les odeurs qui se dégageaient des marais étaient tellement nauséabondes, mêlées à la chaleur, que les employés qui travaillaient pour justement faire les jardins s'évanouissaient et se noyaient dans les marais. Et dans ce cas-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on sortait l'employé et on le remplaçait par un autre. On s'entend qu'à cette époque-là, les conditions de travail n'étaient pas très très bonnes. D'ailleurs, il y a des histoires là, justement d'employés qui se sont révoltés durant la construction du château de Versailles et ils étaient fouettés devant tout le monde pour leur montrer qu'il ne faut pas se plaindre de nos conditions de travail. On est chanceux, on fait un château pour le roi. Donc, les choses ont un peu évolué, heureusement. Donc, pourquoi Versailles est si important? Une fois que ça va être construit en 1682, donc on est quand même avancé dans le 17e siècle, Louis XIV va aller s'installer là avec sa famille et c'est vraiment, ça devient tout de suite un lieu touristique. À cette époque-là, déjà, il y a des gens qui économisaient pour pouvoir aller voir le château de Versailles, voir de quoi ça avait l'air et il y avait tout un culte autour de la personnalité du roi. On voulait voir le roi, on voulait lui ressembler. Et le roi, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, on ne va pas se mettre à plaindre les rois, mais la vie de Louis XIV et des autres rois n'était pas si simple parce que les rois n'étaient jamais seuls. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais quand ils se réveillaient, les rois, il y avait toujours des gens autour d'eux qui assistaient au réveil du roi, qui assistaient à la toilette du roi, donc le voir se nettoyer, là, même si vous doutez bien qu'on ne prenait pas beaucoup de bains à cette époque-là. On pouvait même le voir aller à la toilette, tout simplement. Je vous épargne les détails. Mais il fallait voir le roi, entourer le roi. C'était vraiment important. Même chose, le roi mangeait souvent devant un public et de manger beaucoup, c'est une façon aussi de montrer le pouvoir du roi. Donc, c'est plein de choses comme ça auxquelles on ne pense pas nécessairement aujourd'hui, mais la vie d'un roi était d'être toujours entouré, d'être toujours en représentation et les gens voulaient le voir et voulaient lui ressembler. Donc, c'était ça un peu l'idéal du 17e siècle, c'était de vivre un peu comme Louis XIV ou du moins de lui ressembler. C'est-à-dire qu'on veut ressembler à un gentilhomme ou à un honnête homme. Et c'est un petit peu l'idéal qu'on va viser au 17e siècle. Donc, à la Renaissance, au 16e siècle, on veut être un humaniste. Je vous rappelle, c'est l'idée que pour être une bonne personne, une personne accomplie, il faut avoir le plus de connaissances possible dans différents domaines. Mais au 17e siècle, il y a vraiment un changement qui s'opère. Et là, l'idéal à atteindre, c'est celui d'être un honnête homme. Ici, quand on dit honnête, ça n'a rien à voir avec l'honnêteté. Honnête, c'est plutôt dans le sens de gentilhomme, d'être comme un noble, finalement. Donc, on avait vraiment des caractéristiques précises pour être un honnête homme. Donc, première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'au 17e siècle, on avait beaucoup ce qu'on appelait les salons littéraires. Les salons littéraires, c'était en fait des soirées qui étaient souvent tenues par des femmes appartenant à la noblesse et elles invitaient des intellectuels, des artistes, des gens à la mode, des gens qui appartenaient évidemment à la noblesse et on se réunissait, on discutait et c'était vraiment important de faire une très bonne impression lorsqu'on parlait. Donc, il fallait vraiment maîtriser l'art de la conversation, être capable de répondre du tac au tac, il fallait faire rire les gens, il fallait briller par notre conversation, c'était vraiment très, très important. Donc, c'est tout autour de ça que va se construire cette idée-là de l'honnête homme. Donc, une des premières caractéristiques de ce que c'est un honnête homme, c'est qu'il faut faire preuve de bon goût. Donc, si vous voulez que les gens vous invitent à nouveau dans un salon littéraire, vous devez montrer que vous connaissez les choses qui sont à la mode, que vous avez un bon goût. Et le bon goût, c'est-à-dire aimer ce qui est bien vu, ce qui est à la mode en ce moment, pas nécessairement quelque chose d'original, et être capable d'en parler de façon intelligente. Et ça, encore aujourd'hui, ça aide toujours quand on se trouve des sujets de conversation communs et qu'on aime les choses qui sont assez connues de tous. Ça crée un lien tout de suite avec les gens à qui on parle. Deuxième caractéristique, c'est qu'il faut avoir une belle allure physique.
Et là, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si on est laid? Avoir une belle allure physique, bien, ça veut dire tout simplement, dans ce cas-ci, faire attention à soi, être habillé à la mode. Pour le 17e siècle, ça va être de porter les bonnes perruques. Par exemple, ça va être de porter les vêtements qui sont à la mode, les fleurs vont dans quel sens, la dentelle, la soie, les matériaux qu'on utilise. Donc, être à la mode. Puis souvent, évidemment, c'était le roi, la reine qui donner un peu le ton pour la mode. Donc, et encore une fois, ben, aujourd'hui, on sait très bien qu'avoir une belle apparence physique, être à la mode, ça peut aider aussi dans les conversations. Euh, Autre chose, c'est qu'il faut être cultivé sans être pédant. Être cultivé sans être pédant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut faire preuve de culture, montrer qu'on est cultivé. Il faut avoir beaucoup de sujets de conversation, connaître plein de choses, mais il ne faut pas être pédant. Être pédant, c'est être prétentieux, c'est être vantard. Vous savez, être pédant, c'est le genre de personnes qui vont vous parler d'un livre qu'ils ont lu, par exemple, que la personne a lu, mais la personne va le faire d'une façon de vous faire sentir petit, vous faire sentir ignorant. Bien, ça, c'est être pédant. Hein? C'est montrer que nous, on sait des choses que les autres ne savent pas nécessairement, puis on veut un peu les écraser par nos connaissances. Mais ça, c'était vraiment mal vu à cette époque-là. Quelqu'un qui était pédant, qui était prétentieux, qui était vantard, c'était presque certain qu'elle n'allait pas être invitée une autre fois là, dans un salon littéraire parce qu'on n'aimait pas ce genre de personnes-là. Et je vous dirais que c'est toujours valide aujourd'hui. Autre chose aussi, il faut savoir bien danser. À cette époque-là, au 17e siècle, la danse est très importante. Le roi aime danser, donc forcément, hein, c'est la mode aussi, on va savoir bien danser. C'est des danses qui sont très ritualisées, qui sont très codées. Hein, il faut bien connaître les danses et c'est très important pour être bien vu aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que par exemple, dans un bal, si vous savez bien danser, vous avez des chances d'être invité à danser si vous êtes une femme, un homme, peu importe, on va rechercher votre compagnie et vous allez pouvoir créer des liens, des alliances avec des gens haut placés dans la société et c'est toujours une bonne chose. Donc, c'était ce qui était valorisé à cette époque-là. Et la dernière chose, j'en ai déjà glissé un mot, mais c'était vraiment le plus important, c'était de maîtriser l'art de la conversation. C'est-à-dire d'être capable de parler d'une façon intéressante, sans ennuyer les autres, en les divertissant, en leur apprenant des choses, d'une façon à ce que les gens aient toujours envie de vous parler ou de vous connaître encore plus. Donc, c'était vraiment ça qui était valorisé. Il y avait plein de traités qui étaient écrits à cette époque-là, qui expliquaient comment bien parler, justement, pour être intéressant, pour ne pas ennuyer les gens. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne se trouve plus vraiment, mais il y avait vraiment un art de la conversation. Il fallait savoir bien parler. Et si vous n'étiez pas bon dans l'art de la conversation, vous aviez beau être une personne super intelligente, on allait vous laisser de côté. On n'allait pas vouloir vous inviter dans des fêtes parce que vous allez ennuyer tout le monde. Donc ça, c'est vraiment très important cette époque-là. C'est un siècle, le 17e siècle, où les apparences sont importantes, la mode est importante. La mode, là, vraiment, là, pensez au 17e siècle, vous pensez les femmes avec les corsets, les hommes avec les perruques blanches, le visage poudré, le petit point noir dans le visage qu'on appelle les mouches. On se parfume, on met des vêtements très très élaborés, on se lave pas beaucoup, mais c'est pas grave, on change souvent de vêtements, ça aide. Donc c'était une autre époque évidemment. Quand on pense à la littérature au 17e siècle, on pense beaucoup, si vous pensez à la littérature au 17e siècle, on pense beaucoup au théâtre. Hein. C'est vraiment le siècle du théâtre. Vous avez peut-être des noms qui vous viennent en tête. Molière hein, pour la comédie, Corneille, Racine. On a aussi des auteurs comme Charles Perrault, hein, qui va écrire plusieurs contes, qui va reprendre plusieurs contes, entre autres le Petit Chaperon Rouge, Jean de La Fontaine, avec les fables de La Fontaine, qui sont très connues, qui sont encore apprises par cœur très souvent dans les écoles. Donc, c'est vraiment un siècle très, très riche. Et ce qui est récurrent, autant dans toutes ces formes-là de littérature, les fables que le théâtre, c'est qu'on a toujours une visée pédagogique dans les textes qu'on présente. C'est-à-dire qu'on veut que le public puisse être à la fois instruit et diverti. Donc, c'est un principe qui vient de l'Antiquité, parce qu'on se réfère beaucoup encore à l'Antiquité à cette époque-là. Entre autres, avec Horace, c'est le principe qu'on appelle instruire et plaire. Donc, pour que quelqu'un apprenne quelque chose, il faut qu'on lui présente les choses d'une façon tellement intéressante, tellement divertissante, que la personne ne se rendra même pas compte qu'elle est en train d'apprendre. Et ça, c'est vraiment un principe là, que vous connaissez tous. Vous avez tous eu des professeurs qui étaient peut-être très très bons, très compétents, qui connaissaient plein de choses, mais qui étaient tellement ennuyants dans leur façon de livrer leurs connaissances que vous n'aviez pas envie d'assister au cours, vous n'écoutiez pas. Puis d'autres professeurs
qui sont tellement agréables, divertissants, que vous vous rendez même pas compte que ça fait 2 heures que vous écoutez et vous avez appris plein de choses, vous vous êtes amusé, vous avez ri. Quand je dis s'amuser, là, évidemment, pas besoin de se transformer en clown, là, c'est pas l'objectif, mais c'est toujours ce principe-là que pour apprendre quelque chose, c'est plus facile quand c'est divertissant, quand c'est amusant, quand c'est intéressant. Donc, c'est un principe qui est très vieux et très logique, si on veut. Et ce qu'on va vouloir faire par la pièce de théâtre, c'est ce qu'on appelle la catharsis. C'est un terme grec, catharsis, qui, en fait, veut tout simplement dire que si vous assistez à une pièce de théâtre où il se passe quelque chose de tragique, vous allez vous identifier au personnage et vous allez vivre des émotions extrêmement fortes. Et à la fin, même si c'est pas vous qui avez vécu ce que le personnage a vécu, vous allez avoir l'impression d'avoir vécu et ça va vous purger de vos émotions négatives, de vos passions néfastes. Je vous donne un exemple. Il y a une pièce de théâtre très connue de Racine qui est Phèdre. Et Phèdre, c'est une reine qui est malheureusement amoureuse du fils de son mari, donc de son beau-fils, là, c'est pas son fils à elle, c'est le fils de son mari. Et un jour, elle apprend que son mari est mort, donc elle en profite pour déclarer son amour au fils de son mari. Hippolyte, je ne sais pas si vous me suivez, là. Elle est amoureuse du fils de son mari, là, on n'aime pas ça. Et c'est une tragédie, donc évidemment, ça va mal se terminer parce que finalement, son mari n'était pas vraiment mort, donc là, elle regrette d'avoir dit ça à Hippolyte qu'elle était amoureuse de lui, et ça va se finir dans le sang parce que c'est une tragédie, là, je vous dévoile pas un punch, là, une tragédie, ça se finit pas mal toujours comme ça. Et donc, on peut imaginer que le public qui va assister à ça, disons, une personne dans le public pourrait avoir une passion qui est néfaste. Hein. La personne pourrait être amoureuse de quelqu'un qu'elle ne devrait pas aimer. Et en assistant à cette pièce de théâtre-là, la personne va s'identifier à Phèdre, qui elle aussi vit une passion coupable, une passion qui est mal vue par la société, par la morale, par les dieux, peu importe. Et la personne, en regardant Phèdre subir toutes ces émotions-là, ces épreuves-là, et en voyant la fin, va se dire, OK, j'ai compris, j'ai vécu avec Phèdre ces émotions-là, et je n'aurai plus cette passion néfaste-là parce que je sais que c'est mal. Donc, c'était ça un peu le but qui était visé par le théâtre et c'est ce phénomène-là de catharsis. La catharsis, là, en fait, c'est ce qui fait que, par exemple, on est souvent intéressé je cherche le mot, par des films à catastrophe. On aime ça regarder des films à catastrophe parce que ça nous présente nos peurs, les choses qu'on a peur qui nous arrivent, on a l'impression de les vivre avec les personnages. La catharsis, pour que ça fonctionne, il faut que la pièce de théâtre qu'on regarde ou le film qu'on regarde soit crédible. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse vraiment croire que ce qui est présenté est possible. Donc, pour ça, évidemment, il faut nous présenter quelque chose qui va nous sembler réaliste. Et au XVIIe siècle, on va mettre des règles qui entourent le théâtre pour que ça soit le plus crédible possible, pour que le public puisse s'identifier au personnage. Et c'est là qu'on va inventer la fameuse règle des 3 unités, dont vous avez peut-être déjà entendu parler ou peut-être pas. Donc, la première unité, c'est l'unité de temps. Donc, on se dit que si on veut que le public puisse vraiment croire à ce qui se passe, il ne faut pas qu'on lui raconte une histoire qui se passe durant un an. Ça ne fonctionnerait pas. Donc, on va en arriver après de gros débats. Là, je vous passe tout ça, là, mais on s'insultait par entremise de journaux, de lettres et tout ça pour savoir ce qui était le plus réaliste. On va décider que 24 heures, ça serait un temps de l'histoire qui serait réaliste. Donc, évidemment, les spectateurs n'assistaient pas à 24 heures de pièces de théâtre parce que ça serait long quand même, mais ça pouvait être disons 3 heures une pièce de théâtre et on se disait qu'on pouvait facilement imaginer en 3 heures qu'il se passait 24 heures puis que dans les entr'actes, le temps file plus vite par exemple. Donc, on va créer cette règle-là pour ça. Et ça, on va le voir au 18e siècle aussi, quand on va étudier le mariage de Figaro. C'est la folle journée de Figaro, ben, ça se passe en 24 heures toute la pièce de théâtre. Et ça va rester très longtemps. Autre unité, c'est l'unité de lieu. Même chose, on se dit, puisqu'il y a une seule scène, on ne peut pas imaginer qu'il se passe quelque chose à Paris et à Rome en même temps, ça ne serait pas réaliste. Donc, on va avoir une pièce de théâtre où ça se passe dans le château, le jardin du château, dans la chambre, l'antichambre, cuisine, salon, peu importe, mais vraiment des lieux qui sont très proches. Et il y avait énormément de règles à cette époque-là. Là, si, les personnages étaient séparés de tant de pas, ça voulait dire telle distance. C'était vraiment très précis. Les auteurs à cette époque-là devaient vraiment travailler dans des
à l'intérieur de règles et de cadres vraiment très précis. C'était pas évident, il fallait qu'il fasse preuve de beaucoup d'imagination pour pouvoir être créatif dans ces règles-là, si on veut. Donc ça, c'était l'unité de lieu. Et dernière chose, c'est l'unité d'action. L'unité d'action, on se dit que s'il se passe trop de choses, il y a trop de personnages, trop d'intrigues, ben le spectateur ne pourra pas s'attacher à un personnage et ne pourra pas avoir cet effet-là de catharsis parce qu'il ne saura pas trop ce qui se passe, il va être mélangé. Donc très souvent, ce qu'on retrouve, c'est une intrigue principale et une intrigue secondaire qui dépend de la première. Donc par exemple, ça va être le mariage de deux personnages principaux appartenant à la noblesse qui est compromis, et l'intrigue secondaire, ça va être le mariage du serviteur, par exemple, et de la servante. On va avoir souvent ça. Donc, c'est une intrigue vraiment secondaire qui est souvent là pour alléger le tout. Et ça, c'est drôle parce que c'est vraiment un principe qu'on retrouve dans les séries à la télévision, là. Très souvent, on va avoir par épisode une intrigue principale puis une intrigue secondaire qui est plus légère, qui est moins grave, là, qui est là pour vraiment donner un peu de gaieté. Donc ça peut être dans les sitcoms, on trouve ça autant dans les séries comiques, donc les sitcoms américains par exemple, que dans des séries plus dramatiques. Mais c'est un principe là, qui existe encore aujourd'hui, c'est pour éviter de trop mélanger en fait les spectateurs ou les téléspectateurs si on veut. Donc ça, ce sont les trois règles, la règle des trois unités qui vont rester vraiment très 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 longtemps dans le théâtre, même si c'est plus après du théâtre classique, ça va rester très longtemps et ça vient vraiment avec cette idée-là qu'il faut que notre pièce de théâtre soit la plus crédible possible. Pour ce qui est de la représentation théâtrale, au 17e siècle, le théâtre est très, très populaire, hein, parce que si les gens ne savent pas lire et écrire, ils peuvent quand même assister aux pièces de théâtre et en profiter, alors que la lecture demeure un privilège de très, très peu de personnes. Les pièces sont toujours séparées, divisées en 5 actes. Ça, c'est resté aussi très, très longtemps. Donc, il y a 5 actes. Et en fait, c'était tout simplement pour des raisons techniques à cette époque-là. C'est parce qu'on éclairait les pièces, la salle où se jouait la pièce de théâtre, était éclairée par des bougies. Donc, on ne pouvait pas laisser pendant des heures et des heures des bougies allumées parce qu'elles allaient devenir trop basses et il allait avoir trop de fumée. Donc, on devait changer les bougies et on faisait ça entre chaque acte. Donc, c'est intéressant de voir à quel point les traditions sont restées très longtemps, mais en fait, ça vient de détails très techniques là, qui n'étaient plus nécessaires peut-être un siècle plus tard parce que la technique d'éclairage avait changé. Donc, c'est pour ça que les pièces étaient en 5 actes. Le public n'était pas nécessairement dans le noir, justement, était éclairé par les bougies et on allait souvent au théâtre pour se faire voir aussi. Donc, si on savait que le roi allait ou que quelqu'un appartenant à la famille royale allait venir assister à la pièce de théâtre, bon, on voulait se faire beau, se faire belle et se faire voir par le roi. Donc, on allait regarder derrière, est-ce que le roi est là, est-ce que telle personne m'a vu? Donc, c'était vraiment un lieu aussi de rencontre, un lieu de vie sociale. Le théâtre était tellement populaire que parfois il manquait de place, donc les nobles prenaient des sièges et s'assoyaient sur la scène, ce qui fait que, par exemple, le personnage qui joue Phèdre, la personne qui joue Phèdre est en train de mourir, de faire semblant de mourir, vivre des émotions très intenses à côté de quelqu'un qui est un spectateur, là, vraiment collé. Donc, ça peut être vraiment dérangeant pour eux. On était aussi très bruyant au théâtre. Si les gens n'aimaient pas ce qu'ils voyaient, ils pouvaient huer, ils pouvaient se mettre à parler, se déplacer pour montrer que c'était pas intéressant. S'ils n'aimaient pas un personnage, ils allaient se faire entendre aussi. Donc, c'était pas du tout comme aujourd'hui au théâtre, où lorsqu'on va au théâtre, là, même si on doit juste tousser 2 secondes, on a l'impression qu'on va se faire lapider par la foule parce que il faut être silencieux au théâtre, c'est sérieux. Donc ça, c'était vraiment différent à cette époque-là. On était bruyants, on se déplaçait, on acclamait, on montrait notre colère, notre plaisir, notre désapprobation. Donc ça, c'était vraiment un changement par rapport à aujourd'hui. Donc, voilà pour le 17e siècle. Évidemment, là, je ne vais pas en détail sur les auteurs et tout ça. Vous allez avoir quelques extraits là, dans le cours. Mais c'est vraiment un siècle qui est très, très riche et qui va avoir un très grand impact sur la culture française et occidentale, tout simplement. Donc, un siècle très intéressant qui va vraiment changer la littérature. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et à bientôt!